Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Sredi časa obstaja možnost otoka. Po zaslugi Beletrine in francoskega inštituta je nocoj z nami v Ljubljani Michel Houellebecq. Avtor ne samo možnosti nekega otoka, ampak vsega, o čemer bo danes govorila. Govorila bo predvsem o aktu pisanja in branja. Monsieur Houellebecq, permettez-moi de saluer dans la salle celle à qui nous et vous devez le fait que vous êtes lu en slovène. C'est Mojca Medvedček, prevajalka zadnjih 4 knjig. Mojca, kje si? Po dogovoru z gospodom Houellebecqom smo se dogovorili za najprej njegovo kratko branje enega odlomka iz možnosti otoka, pri čemer boste prevod v slovenščini lahko spremljali na slajdih, pa nam boste potrebovali slušati. Takoj na to se pa lotiva pogovora. C'est à vous maintenant de commencer avec votre premier extrait. Oui, je me demande, il y a quelqu'un pour traduire? C'est là. Ah oui, d'accord, mais si j'ai... Est-ce qu'il ne faut pas situer pour les gens qui n'ont pas lu le livre du tout? Absolument, les gens. Vous commencez. Oui, bon, d'accord, je fais comme si, parce que c'est un peu... À cette période du début du mois de juin, le soleil commençait à poindre dès 4 heures, malgré la latitude plutôt basse. La modification de l'axe de rotation de la Terre avait eu, outre le grand assèchement, plusieurs conséquences de cet ordre. Comme tous les chiens, Fox n'avait pas d'horaire de sommeil précis. Il dormait avec moi, se réveillait d'eux-mêmes. Il me suivait avec curiosité lorsque je parcourus les pièces pour préparer un sac léger que j'attachais sur mes épaules, agita joyeusement la queue au moment où je sortis de la résidence pour marcher jusqu'à la barrière de protection. Notre première promenade du jour était ordinaire, beaucoup plus tardive. Lorsque j'actionnais le dispositif de déverrouillage, il me jetait un regard surpris. Les roues métalliques tournèrent lentement sur leur axe, dégageant une ouverture de 3 mètres. Je fis quelques pas et me retrouvai à l'extérieur. Fox me jeta de nouveau un regard hésitant, interrogateur. Rien dans les souvenirs de sa vie antérieure, ni dans ses mémoires génétiques, ne m'avait préparé un événement de cet ordre. Rien ne m'avait préparé non plus, à vrai dire. Il hésita encore quelques secondes, puis trottina doucement jusqu'à mes pieds. J'aurais d'abord à traverser un espace plan, dépourvu de végétation, pendant une dizaine de kilomètres. Puis commencer une pente boisée, très douce, qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Je n'avais aucun autre projet que de me diriger vers l'ouest, de préférence vers l'ouest-sud-ouest. Une communauté néo-humaine, humaine ou indéterminée, pouvait être installée à l'emplacement de Lanzarote dans une zone proche. Je parviendrai peut-être à la retrouver. C'est à cela que se résumait mon intention. Le peuplement des régions que j'étais appelé à traverser était très mal connu. Leur topographie, par contre, avait fait l'objet de relevés récents et précis. Je marchais pendant à peu près 2 heures sur un terrain caillouteux mais facile avant de rejoindre le couvert boisé. Fox trottait à mes côtés, visiblement heureux de cette promenade prolongée et d'exercer les muscles de ses petites pattes. Pendant tout ce temps, je demeurais conscient que mon départ était un échec et probablement un suicide. J'avais rempli mon sac à dos de capsules de sels minéraux. Je pouvais tenir plusieurs mois car je ne manquerais sans doute pas d'eau potable et de lumière solaire durant mon parcours. La réserve, bien entendu, finirait par s'épuiser, mais le vrai problème dans les médias était la nourriture de Fox. Je pouvais chasser, j'avais pris un pistolet et plusieurs boîtes de cartouches à plomb, mais je ne l'avais jamais tiré. J'ignorais totalement quel type d'animaux j'étais appelé à rencontrer dans les régions que j'allais traverser.
Vers la fin de l'après-midi, la forêt commença à s'éclaircir, puis j'atteignis une pelouse d'herbe rase qui marquait le sommet de la pente que je suivais depuis le début du jour. En direction de l'ouest, la pente redescendait, nettement plus abrupte, puis on distinguait une succession de collines et de vallées escarpées, toujours recouvertes d'une forêt dense, à perte de vue. Depuis mon départ, je n'avais perçu aucune trace de présence humaine, ni plus généralement de vie animale. Je décidai de faire halte pour la nuit près d'une mare où un ruisseau prenait naissance avant de descendre vers le sud. Fox but longuement avant de s'allonger à mes pieds. Je pris les 3 comprimés quotidiens nécessaires à mon métabolisme, puis dépliai la couverture de survie, assez légère, que j'avais emportée. Elle serait sans doute suffisante. Je savais que je n'aurais normalement à traverser aucune zone de haute altitude. Vers le milieu de la nuit, la température se fit légèrement plus fraîche. Fox blottit contre moi en respirant avec régularité. Son sommeil était parfois traversé de rêves. Il agitait alors les pattes, comme s'il franchissait un obstacle. Je dormis très mal. Mon entreprise m'apparaissait de plus en plus nettement déraisonnable et vouait un échec certain. Je n'avais pourtant aucun regret. J'aurais d'ailleurs parfaitement pu rebrousser chemin. Aucun contrôle n'était exercé par la cité centrale. Les défections n'étaient en général constatées que par hasard, à la suite d'une livraison ou d'une réparation nécessaire, et parfois au bout de nombreuses années. Je pouvais revenir, mais je n'en avais pas envie. Cette routine solitaire, uniquement entrecoupée d'échanges intellectuels qui avaient constitué ma vie, qui aurait dû la constituer jusqu'au bout, m'apparaissait à présent insoutenable. Le bonheur aurait dû venir, le bonheur des enfants sages, garanti par le respect des petites procédures, par la sécurité qui en découlait, par l'absence de douleur et de risque. Mais le bonheur n'était pas venu, et l'équanimité avait conduit à la torpeur. Parmi les faibles joies des néo-humains, les plus constantes tournent autour de l'organisation et du classement, de la constitution de petits ensembles ordonnés, du déplacement minutieux et rationnel d'objets de petite taille. Elle s'était révélée insuffisante. Planifiant l'extension du désir en termes bouddhiques, la Sœur suprême avait tablé sur le maintien d'une énergie affaiblie, non tragique, d'ordre purement conservatif, qui devait continuer à permettre le fonctionnement de la pensée. D'une pensée moins rapide mais plus exacte, parce que plus lucide, d'une pensée délivrée. Ce phénomène ne s'était produit que dans des proportions insignifiantes. Et c'est au contraire la tristesse, la mélancolie, l'apathie languie des filements mortels qui veut submerger nos générations désincarnées. Signe le plus patent de l'échec, j'en étais venu sur la fin envier la destinée de Daniela, son parcours contradictoire et violent, les passions amoureuses qui l'avaient agité, quelles qu'aient pu être ses souffrances et sa fin tragique au bout du compte. Chaque matin au réveil, depuis des années, je pratiquais, suivant les recommandations de la Sœur suprême, les exercices définis par le Bouddha dans son serment sur l'établissement de l'attention. Ainsi il demeure, observant le corps intérieurement. Il demeure, observant le corps extérieurement. Il demeure, observant le corps intérieurement et extérieurement. Il demeure, observant l'apparition du corps. Il demeure, observant la disparition du corps. Il demeure, observant l'apparition et la disparition du corps. Voilà le corps. Cette introspection est présente à lui, seulement pour la connaissance, seulement pour la réflexion. Ainsi, il demeure libéré et ne s'attache à rien dans le monde. À chaque minute de ma vie et depuis son début, j'étais resté conscient de ma respiration, de l'équilibre kinesthésique de mon organisme, de son état central fluctuant. Cette immense joie, cette transfiguration de son être physique qui submergeait Daniela au moment de la réalisation de ses désirs,
Cette impression en particulier de transporter dans un autre univers qu'il connaissait lors de ses pénétrations charnelles, je ne les avais jamais connues. Je n'avais même aucune notion. Il me semblait à présent que dans ces conditions, je ne pouvais pas continuer à vivre. Bon. Merci beaucoup. Michel, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, vers midi, un homme qui ressemblait beaucoup à vous, à l'aéroport de Paris, a acheté un bouquin de Michel Houellebecq. Et c'est ce livre, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est mon éditrice qui l'a acheté, qui a payé, parce que... Ça vous arrive souvent de non, acheter vos propres livres? Jamais. Mais j'avais prévu, j'avais mis des petits post-it dans mon exemplaire et j'ai oublié de... Voilà, c'est... Je vous pose cette question parce que je veux bien commencer avec vos lectures. Oui. Vous dites, on écrit parce qu'on a lu. Et Oui. parmi les auteurs que vous avez lus, Lovecraft était un des premiers qui vous a poussé à écrire. Racontez-nous un peu cette découverte de Lovecraft. Et entre-temps, je vais m'occuper des images pour vous ici. Okay? Oui. C'est une espèce de groupuscule. C'est l'époque. Enfin, Lovecraft avait des fans, c'était l'époque de métal hurlant aussi. C'était assez rock, si je puis dire, Lovecraft. Donc il y avait des gens qui se passaient des. Vous avez quel âge 57, je crois, 7. Oui, 7. Ou 6. Oui, enfin 6. Non, 6. Oui. Mais disons que bon, c'est vrai que si on n'avait pas été jeune en France à ce moment-là, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça représentait en fait. J'ai pas du tout écrit comme Lovecraft par la suite. La seule chose que j'ai peut-être tirée de lui, c'est une certaine radicalité. Voilà. Parce que dans ses romans nouvelles, toutes des longues nouvelles, les personnages se font systématiquement dévorer, enfin ça ne peut que finir extrêmement mal, quoi. Et ça me faisait beaucoup de bien de lire ça. Donc ça m'a appris très vite que il n'y a pas besoin que les choses se passent bien dans un livre pour que ça vous fasse du bien et pour que ça vous enthousiasme, quoi. Est-ce que vous trouvez que ce livre c'est déjà de fiction ou comment vous le traitez? Ou c'est de portrait d'un autre écrivain? Quel serait le nom de genre que vous utilisez pour le livre sur Lovecraft, contre le monde, contre la vie? C'est surtout une tentative de... Il y a quelques éléments biographiques, mais pas tant que ça. C'est une tentative de voir comment c'est fait. Une analyse littéraire, quoi, si on peut dire, ouais. On peut appeler ça comme ça. J'essaie de trouver ce lien entre lecteur et écrivain. Parce que dans un autre contexte, vous avez dit que ce sont exactement les lecteurs qui sont les seules personnes à l'égard de qui vous vous sentez un devoir. Oh bah oui, j'ai pas de devoir envers oui, personne d'autre, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de côté matériel, comment faire ce devoir? Je suis même intéressé de savoir quel est l'espace entre les deux lignes, quelle typographie vous utilisez. On commence par les lettres pour venir jusqu'au mot. Disons... mais... Bon, il y a un truc, c'est que j'écris plutôt à la main, mais à force de plus écrire à la main que pour ça, donc il y a que moi qui peux me lire, et même moi, des fois, j'y arrive pas le lendemain. Donc, je me suis aperçu qu'il fallait quand même que je retape sur ordinateur assez vite, parce que sinon, j'arriverais même plus à me relire moi-même. Donc je tape sur ordinateur, après j'imprime, puis je réécris dessus, quoi, sur les pages écrites. Sinon, j'écris plutôt le matin, en me levant, quoi. Jusqu'à ce que j'en ai marre.
Est-ce que sur cet acte d'écriture, on peut parler un peu de la différence entre la poésie et le roman? Parce que j'étais fasciné quand j'ai trouvé... Oui, mais ça c'est vite vu, une poésie ça me prend 10 minutes tout au plus. Un roman ça me prend longtemps. Ça j'imagine. Mais vous savez pourquoi je vous demande ça? En plus la poésie en général c'est un peu bizarre parce que j'arrive pas trop à améliorer. Alors que le roman, en fait, je peux améliorer sans fin. Et voilà. Est-ce que ça veut dire que le poème, c'est comme vous dites, c'est vraiment quelque chose que vous trouvez? Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Indiscutablement, oui. Chose archéologique. Oui, on a toujours vaguement l'impression que ça préexiste dans la langue, quoi. Et c'est vous qui faites la découverte? Oui, c'est ça, oui. Tandis que pour le roman, vous le construisez? Oui, il y a un élément de construction, il y a une construction dans le roman, oui. Est-il possible, parce que vous avez commencé avec la possibilité d'une île, que la structure même de la possibilité d'une île était inventée pour que vous trouviez l'espace ou les lieux pour la poésie à l'intérieur du roman? Non, c'était pas prémédité. C'était pas prémédité. J'avais pas prévu qu'il y aurait une troisième partie poétique quoi, quand j'ai commencé. Et la troisième partie poétique ne peut advenir que parce que Daniel 1 disparaît. Et que Daniel 25, qui est le seul, qui est l'entité ayant des possibilités poétiques, occupe tout l'espace du livre. Donc, mais ça, c'était pas prémédité du tout, en fait. Je pense que j'ai même eu un temps d'arrêt après la fin de la deuxième partie. Enfin, oui. Vous touchez là déjà... J'aime bien, ça commence à être vieux. Oui. Non, je m'excuse. Vous touchez déjà la question suivante, qui était la trajectoire de roman. J'ai trouvé quelque part que vous comparez ça avec le cyclisme, mais que ce que vous faites le mieux dans le roman, vous dites, ce sont les descentes. Racontez un peu, quelle est cette symétrie entre les descentes dans un cours cyclique et dans ce que vous faites par votre métier de romancier? C'est une descente. C'est particulièrement vrai pour certains passages de livres, hein, mais bon, la chose en général consiste à aller le plus vite possible sans cependant partir dans les décors, quoi. Et il y a un point commun, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, mais là c'est vraiment il est possible de faire aller un roman de plus en plus vite, hein. Mais de temps en temps, il faut mettre des coups de frein. Sinon, ça finit mal. Hein. Voilà. Quels sont vos freins dans le roman? Comment vous freinez? Il peut y avoir le changement de personnage. On peut ne pas arriver à arrêter un personnage et on passe à un autre. Ça, c'est une possibilité. C'est une méthode possible. Savez-vous que en Slovénie... Mais c'est pas évident, hein, en fait, en gros. C'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça que je vous demande. Savez-vous qu'en Slovénie, nous avons la championne de descente du ski olympique et aussi pas mal des alpinistes qui font des Himalayas. Je fais ça, je dis ça parce que je ne sais pas si les lecteurs slovènes savent que en fait, vous avez trouvé une petite partie d'inspiration pour cette secte en étant à Rogla, gospod Ulbek je bil na Rogli en teden skupaj z reliansko sekto, kjer se je upisal kot novinec. Alors, à vrai dire, ce n'est pas votre première visite en Slovénie, mais une deuxième. Est-ce que vous avez quelques souvenirs, quelques images dans votre tête, à part de ce qu'on a vu dans le roman, mais transposé à Lanzarote? Disons que... En fait, j'ai un peu oublié ce livre quand même, mais
Mon intention de départ était de situer cette semaine de stage à Lanzarote. Donc je suis plus à mon intention de départ. Je me suis dit, la Slovénie m'a tenté un peu. Mais il y avait une ambiance, il faisait pas très beau, il y avait un peu de brouillard, il y avait des téléskis arrêtés qui s'agitaient faiblement dans le brouillard. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance nostalgique, assez belle hein, d'ailleurs, mais qui ne correspondait pas au côté dramatique et des événements qui se passent dans le livre, en fait. Ça n'aurait pas été. Merci. Tant pis pour Merci. Tant pis pour Rogla. Mais... On a aussi des autres sortes de champions en Slovénie, et je vous avais cité backstage notre philosophe Slavoj Žižek, qui a écrivé sur vous dans un texte qui s'intitule Masturbation, Sexuality in the Eternal World. Et là, il fait une différence entre ce que vous écrivez sur le sexe et sur l'amour. Mais ce qui m'a touché dans ce texte, il y a un petit extrait, si vous me permettez, je vous... Oui, il cite Adorno, il dit Adorno notes the fundamental paradox of recording. The more the machine makes its presence known, the stronger is the experience of the actual presence of the singer. Et j'ai trouvé dans plusieurs de vos textes que vous nommez vous-même the recorder, que vous dites que c'est votre devoir de sauver les phénomènes, de donner de votre mieux une retranscription de ces phénomènes humains. Est-ce que ce côté machinique presque de record, pour être honnête, je ne suis pas persuadé que je trouve cette phrase d'Adorno juste, en fait. Et apparemment, ça me paraît plutôt faux, quoi. Vous êtes plutôt pour l'enregistrement souple où il n'y a pas de traces? Je pense au disque que j'ai écouté. Ce qui rend vraiment un enregistrement de concert vivant, c'est pas du tout le bruit de la machine. C'est par exemple les réactions du public, ou bien des choses, ou bien, je sais pas, un ampli qui tombe, ou des trucs comme ça, mais pas du tout des trucs liés à l'enregistreur. Donc, en fait, non, je pense pas que ce soit une phrase très intéressante, finalement. Ok, on passe. Ok. On va à l'autre. Vous m'arrêtez si ça devient trop petite, mais dans votre façon d'écrire, j'ai trouvé ce signe d'interponction qui est le point-virgule, et que j'ai l'impression que la façon dont vous l'utilisez, c'est vraiment pas simplement personnel, mais vraiment c'est votre signature. Et j'ai même demandé à mon collègue de vous montrer quelques exemples. Et voilà. Et la phrase qui est cruciale pour continuer cette question, c'est la suivante. C'est dans le rapport à l'autrui qu'on prend conscience de soi. Et c'est bien ce qui rend le rapport à l'autrui insupportable. Et quand vous mettez le point-virgule entre les deux phrases, j'ai l'impression que c'est comme votre signature personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'utilisation de ce petit signe-là est quelque chose qui va de soi, ou il y a une sorte de concept derrière? Et puis j'arrête avec les détails. Oui, il y a plusieurs... il serait peut-être plus simple de partir de la poésie. En poésie, le point de virgule, c'est... Je l'utilise simplement parce que j'ai besoin du plus de temps de pause possible, quoi. Ça m'aide d'avoir un temps de pause intermédiaire entre la virgule et le point, quoi. Bon. Dans la prose, il y a beaucoup de ça aussi. Je regardais mes points-virgules en vous écoutant. La plupart, en fait, n'ont pas d'autre rôle que de marquer un signe de pause.
de taille intermédiaire entre la virgule et le point. Il y en a quelques-uns, les gens ne trouvent pas, qui sont un peu différents, bon, j'en avais un particulièrement qui était bon, c'est l'éternité de l'enfance est une éternité brève, virgule, mais il ne le sait pas encore, point virgule, le paysage défile. Donc c'est pour normalement, on mettrait plutôt un point pour deux propositions qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles, quoi. L'éternité de l'enfance, c'est bref, point, le paysage défile, point. Le fait de mettre un point-virgule semble indiquer un rapport de sens entre ces deux propositions. Donc là, en fait, le point-virgule peut parfois être mis là où il y a un point pour rapprocher deux membres de phrase, quoi. Est-ce que je me trompe Parce que bon, si on considère, par exemple, deux points, les rapproche un peu trop sensiblement. Le deux points est très difficile je ne l'ai pas fait en tout cas, utiliser autrement qu'un développement par la... Point virgule, s'il y a une ambiguïté qui peut être utilisée, qui est pas mal. Enfin. Merci. Pour moi, c'est essentiel parce que je vois dans ce truc, c'est ce que vous appelez juxtaposition. C'est vous-même que vous dites la proposition anodine, dans la juxtaposition produit un effet absurde. Mettre les deux choses ensemble comme ça, il y a pas simplement le contraire entre les deux, mais je vois votre signature dedans. Et comme vous, dans la carte et territoire, vous devenez vous-même votre propre personnage, dans un moment donné, vous utilisez le même mot. Vous dites, j'ai fini avec le monde comme narration. C'est Michel Houellebecq dans la carte des territoires qui dit ça. Je n'ai fini avec le monde comme narration. Je ne m'intéresse plus qu'au monde comme juxtaposition. Et vous dites celui de la poésie et celui de la peinture. J'aimerais bien, si on peut passer vers la carte et le territoire et parler un peu de la peinture. Mais pas simplement comme le marché d'art, mais aussi, est-ce que dans le monde de la peinture, vous trouverez, je dirais, l'inspiration, les images particulières qui vous faites créer les scènes ou qui créent l'histoire? Non, en fait, on va pas vraiment parler de ça, mais on va parler d'autre chose légèrement qui est liée. Ils ont le monde comme juxtaposition, ce qui n'est plus le monde comme narration, en fait, assez classiquement dans mes romans, presque à chaque fois, je dirais, c'est la troisième partie. Donc, ce qui se passe une fois que l'histoire est finie, en fait. Une espèce de long adieu, quoi. Et là, les événements, ce qui se passe quand il ne se passe plus rien, quoi, c'est ça. Et c'est vrai que c'est... Il y a... Quand il n'y a plus d'enjeu dramatique, enjeu dramatique, on bifurque assez naturellement vers la poésie, quoi. Bon, c'est très net dans la troisième partie de celui-là, mais il est possible d'imaginer, moi je ne l'ai jamais vraiment fait, mais c'est vrai que c'est une forme qui m'intéresse, auquel je trouve de plus en plus de beauté. Et en fait, bon, d'annoncer carrément dès le début du livre ce qui va se passer, et puis de développer que ça se passe.
ça calme les choses. Enfin, je sais pas, on accède plus facilement à un développement poétique, quoi. Enfin, le monde de la narration, pour moi, c'est le monde du suspense, quoi. Enfin, de ce fait, le cinéma a beaucoup contaminé quand même la littérature. Mais annoncer dès le début ce qui va se passer est pas mal. J'ai jamais vraiment fait, mais bon. Vous parlez de deux côtés, du côté de l'écrivain, mais aussi du côté de lecteur, n'est-ce pas? Cette annonce. Oui, on informe le lecteur de ce qui va se passer, oui, dès la première page. Plus ça va, plus je trouve ça beau, moi, comme forme. Quand vous avez parlé avant de cette trajectoire de roman, est-ce que cette troisième partie poétique, comme vous avez dit, est un peu préméditée, ou ça se passe pendant la structure? Non, c'est pas, enfin, c'est pas prémédité, mais j'observe qu'il y a une récurrence, parce que disons, à un moment donné, je me rends bien compte que j'ai fini mon histoire et j'ai pas envie d'arrêter quand même. Donc je continue un peu. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est un long adieu au lecteur, enfin. Ouais. Est-ce que cette éternité d'histoire, ça a quelque chose à voir avec le fait que vous avez mis dans votre personnage de vous-même, dans la carte du territoire, que sur le tombeau, il y a le ruban de Mobius? Est-ce que cette éternité-là est plutôt un cauchemar ou c'est un vœu? Non, c'est pas un cauchemar. Hein. L'idée de l'éternel retour n'est pas un cauchemar. Je peux pas dire que j'y crois vraiment. Enfin, bon, j'avoue que c'est assez troublant. Je sais pas pourquoi j'ai mis un ruban de Möbius. Hein. Je pourrais répondre parce que je trouve ça beau, mais c'est une réponse insuffisante. Enfin, je me rends bien compte que ça a un sens aussi. Et c'est bizarre parce que quand je pense à l'éternel retour, j'aurais plutôt tendance à dire que j'y crois pas. Et peut-être que j'y crois de temps en temps, hein, au bout du compte, je sais pas. Ça semblerait le prouver en tout cas. Oui. Quelques jours avant votre arrivée, on a demandé à travers Facebook s'il y avait des questions. Et une des questions anonymes, comme vous avez vu, était la suivante, et c'est lié avec la carte du territoire. Si Jet Martin placera un de ses tableaux dans le monde de la littérature, comme il a fait avec le monde de l'informatique, avec le monde de la peinture, avec qui vous partagerez cette scène? Alors c'est Jet Martin qui dessine vous, et qui sera à l'autre côté? En fait, ce serait pas très glorieux pour moi de me dresser dans ce tableau. Parce que ce qu'ils font quand même, malgré tout, c'est de se partager le marché, quoi. Exactement. Donc, bon, si je veux me partager le marché, disons Joseph Finder, mais il n'est pas connu malheureusement. Mais à mon avis, c'est le meilleur dans le genre thriller à l'heure actuelle. Merci. J'ai pas envie de faire des thrillers, ça me fait chier. Ma réponse à cette question serait... quelqu'un qui fait des trucs narratifs, bon scénario potentiel, voilà, si on se partage le marché, quoi. Ma réponse à cette question serait, vous n'avez pas besoin de duo parce que vous avez votre propre portrait dedans, qui est le seul, n'est-ce pas? Vous avez votre propre portrait dans le roman, oui, c'est vrai, qui est vendu à la fin pour 6 millions d'euros en japonais, n'est-ce pas? Dans le livre. Donc c'est un partage... ouais. C'est pas un partage sérieux, c'est ce que je veux dire, vous avez bien compris, on se partage le marché, quoi. C'est un partage cynique, pas un partage artistique. Permettez-moi d'aller un peu en arrière dans le temps. J'ai trouvé dans votre
conversation avec, ou correspondance avec Bernard-Henri Lévy, que vous parlez d'une période très précise que vous placez dans 1996, à l'époque que vous avez eu le prix de Flore, et qu'à cette époque-là, vous avez dit à Omar Weizmann, vous verrez, vous finirez tous par me détester. Oui, là je l'ai senti. J'ai senti que ça allait très bien pour moi, après extensionner la lutte, le sens du combat, tout ça. Mais j'ai senti que peut-être que j'avais vaguement dans l'idée déjà d'écrire les particules élémentaires. J'avais peut-être même commencé en réalité. Et je savais bien que ça n'allait pas passer très facilement. Ça n'allait pas aller comme... Oui, juste pour situer dans le temps, c'était entre l'extension de le domaine de la lutte et les particules élémentaires, entre les deux. Pourquoi je vous demande ça? Parce que vous, dans le même texte, vous dites, à ce moment précis, j'avais l'intuition de trois choses. De ce que vous écrivez, de ce que vous avez intention d'écrire, mais ce qui m'intéresse, c'est le troisième, et ce qu'était le pouvoir intellectuel dans le temps où vous vivez. Et c'est là vous ouvrez un critique très sévère, mais maintenant, on est presque 20 ans après. Est-ce que le temps est-il changé pour du bien ou pour le pire? Ce pouvoir intellectuel, Vous êtes sûr que ça intéresse vraiment les gens, je veux dire. Non, parce que... ils vont nous dire. Enfin, je pourrais détailler, mais c'est tellement chiant. Oui, ça a changé, oui, ça a changé. Disons que j'ai été une des causes du changement. Hein. Mais il y a tellement de facteurs. Si je veux répondre honnêtement, ça prendrait longtemps. On passe à un sujet plus esthétique. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué, je veux dire. Hein, le milieu intellectuel français, c'est compliqué. Il faudrait rentrer dans plein de détails. Et ça a changé un peu en pire, un peu en meilleur. Enfin, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ou alors, peut-être que j'ai pas envie de penser. Je continue avec la question suivante, oui. Mais qui est là? Parce que ce que vous avez raconté à ce moment-là, c'est que c'est cette hostilité de la groupe contre un individu. Et vous dites les choses très très sérieuses là. Vous dites que c'est la meute qui se réveille et qui se met en chasse et qui finit par rattraper l'individu. Et que c'est sa vengeance est terrible. Je voulais vous poser la question, est-ce que le fait de déménager, d'aller en Irlande, d'aller en Espagne, est-ce que c'était lié aussi avec ça? Ou c'était lié simplement avec une inspiration de votre œuvre artistique? Ou c'était aussi un peu la chasse de foule derrière vous? C'est lié à plusieurs raisons. Enfin, entre autres, une que je dis jamais, c'est que le fait de ne pas vivre dans son pays, on a une agréable sensation d'irresponsabilité. On s'intéresse plus, on se sent plus trop concerné par ce qui se passe dans son pays, et pas du tout par ce qui se passe dans le pays d'accueil. Donc on est un peu hors position sociale, ce qui n'est pas désagréable. Hein. Mais en fait, là aussi, bon, les vraies réponses sont pas hyper intéressantes, quoi. C'est-à-dire que qu'il y ait une meute acharnée à ma perte, ça c'est indiscutable. Mais en fait, c'est complètement de ma faute. Il aurait suffi que je prenne une position de pouvoir quand j'en avais possibilité pour que tout le monde ait peur de moi. Est-ce que le fait que maintenant vous habitez Paris est lié avec la langue, avec le changement de l'atmosphère, avec quelle était la raison de vous faire venir à Paris?
Essentiellement une certaine fainéantise, quoi, la fatigue de parler, fatigue à l'anglais, je dirais. Fatigue au fait de parler anglais tout le temps. Tu as grande raison. Est-ce que c'est à peu près où vous habitez ou pas? Moi, ça ressemble pas mal, ouais. Oui. Alors, comment on va voilà. Ce sont les Olympiades, n'est-ce pas? Les Olympiades, n'est-ce pas? Ça c'est les Olympiades. Moi, je suis pas très loin, mais ça ressemble. Ouais. C'est vrai que c'est pas typiquement parisien, oui. C'est parce que les touristes slovènes vont voir à Paris, c'est sûr. Et c'est comment avec des livres dans votre appart? Il y en a des livres comme des objets. Il y en a partout ou... Non, j'ai un vrai problème là. Heureusement, j'ai gardé un appartement en Espagne, mais j'ai pas assez de place à Paris. Non, j'aime pas avoir des livres partout. Enfin, moi, j'aime bien pouvoir trouver un livre en 5 secondes, quoi. C'est pas mettre des piles partout, là, on s'en sort plus, non. Il faut une bibliothèque. Ok. Si j'ai bien compris, pour vous, le livre est d'abord un objet matériel, n'est-ce pas, oui, qui vous avez besoin de contacter. Mais j'ai trouvé qu'en septembre 1998, vous avez dit il y avait une petite chance d'échapper au monde du travail. Et c'était au moment où les particules élémentaires ont sorti. Votre propre livre vous a donné une chance d'échapper au monde du travail. Oui. Et 6 ans après, si j'ai bien trouvé, à Deauville, le patron de Fayard vous donne un chèque de bienvenue d'1 million d'euros. C'est pas le patron de Fayard, c'est le patron de Hachette. À Lagardère, oui. Voilà. Mais dans le roman, qui était le résultat de ça, vous utilisez une phrase meurtrière qui est « La seule chose qui puisse vous enlever vos dernières illusions sur l'humanité, c'est de gagner rapidement une somme d'argent importante. Alors, on les voit arriver, les vautours hypocrites. » Est-ce que c'était vraiment tellement difficile? Non. J'ai un peu exagéré, mais il gagne plus que moi, le personnage. Et puis... non, il est dans une situation bien pire que la mienne, en fait. Parce que moi, c'est arrivé plus progressivement, enfin, donc on tente de s'habituer. Mais c'est vrai que gagner beaucoup d'argent, alors qu'on a été pauvre, ça finit en général mal, quoi. Les riches sont habitués à ce que tout le monde soit intéressé par leur argent, quoi. Donc ils gèrent bien. Quelqu'un qui a été pauvre garde une espèce de naïveté d'ancien pauvre, donc il se fait avoir. Ouais. Vous parlez de vous comme naïf? Non, mais tout le monde vous le dira, c'est une constatation banale. Les gens qui gagnent au loto et qui sont au milieu pauvre, ils ont intérêt à faire gaffe aux gens qu'ils connaissent, quoi. Est-ce que c'est vrai que vous avez après aidé à finir la production de votre film avec un demi-million? C'est ce que votre producteur a dit dans un entretien. Oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a un peu de vrai là-dedans. Oui. Ouais. En gros, c'est vrai. Oui. Ça vous était très important que ce roman devienne un film? Même pas, je crois. J'ai l'impression de m'être fait avoir, en fait. Je vous dis, je peux vous provoquer un peu, au moment de cette signature et de ce chèque, c'est le PDG de Fayard, Claude Durand, qui a utilisé une phrase « L'affaire devenait rentable » et il a parlé de 250 000 exemplaires du bouquin, une quarantaine de traductions et adaptations au cinéma. C'était rentable pour eux ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'était rentable. Ouais. Et avec le film, vous êtes content avec le résultat final? Oui, finalement. Je n'ose pas parler parce que je ne l'ai pas vu, mais bizarrement, oui. Ouais.
Est-ce que vous voyez aussi la possibilité que la carte territoire devient un jour un film? J'y pense jamais. Là, j'y pense pas du tout. J'en sais rien. Parce que si j'ai bien compris, vous étiez jusqu'à maintenant, vous étiez une fois le scénariste et une fois le metteur en scène. Ça vous donne l'envie? Ouais, non, il y a une autre fois où j'ai rien fait. Non. Avec les autres romans. Oui, mais il y a un autre roman avec lequel j'ai rien fait. C'est une troisième formule qui est pas mal. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience avec le cinéma? Il y en a trop. Des auteurs qui vous inspirent, est-ce qu'il y a des petits secrets de métier que vous trouvez dans les deux genres d'art? J'aimerais bien vous entendre un peu parler du cinéma. Vous le fréquentez souvent? Vous allez au cinéma Pas trop, non. Non? C'est vrai que je sais pas, il y a... Non, je sais pas. Je sais pas comment résumer, en fait. Ouais. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème qui fait que les films ça tient pas très longtemps. Moi, je sais pas, j'ai vu des films que j'avais aimés, puis en général, ça tient pas la route. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas répondre, en fait. L'information que j'ai, c'est que le festival de cinéma, de films d'art à Ljubljana, qui est en automne, va essayer d'obtenir le Kidnapping. Michel Houellebecq qui était à Berlin. Vous étiez là aussi, n'est-ce pas? Oui. Vous trouvez le film réussi, rigolo? Oui, ça m'a fait rire, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire, parce qu'on ne l'a pas vu encore, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots de quoi il s'agit dans ce film? Qu'est-ce que ça veut dire, kidnapper Je me fais enlever par des gens qui cherchent plus ou moins une rançon, mais je suis assez insupportable comme otage. Qu'est-ce que vous faites comme otage? Pourquoi vous êtes insupportable? Je leur demande toujours des trucs, et qui m'accordent, et finalement, ils me trouvent sympathique, alors ils me donnent des trucs. Et c'est vous-même qui jouez? Et c'est moi, oui. Ça. Yeah. Ok, on continue. Mais je ne sais pas raconter les histoires, faut pas me... Vous les écrivez. C'est pour ça maintenant, à mon avis, c'est un bon moment que je vous peut-être demande de passer à l'autre extrait. Et puis on va, dans une dizaine de minutes, conclure, si vous êtes d'accord. Parce que c'est aussi la fin de l'épilogue de la possibilité d'une île que vous désirez lire. Ok? Je vous en prie. Oui, mais je tenais... Pardon? Donc, parce que je ne suis pas du tout persuadé que les gens connaissent ce livre. Donc, je tiens à rappeler le contexte. Là, vous l'avez vu sortir d'un endroit où il était resté toute sa vie sans savoir ce qu'il y avait à l'extérieur, et avec la pensée que c'était probablement mortel. Parce qu'il y a eu une catastrophe générale et qu'il va peut-être mourir, quoi. Enfin, donc c'est une sortie risquée. Alors là, c'est plus long, il va falloir que je... C'est un peu long, hein. On va attendre la traduction. Oui, dites-moi. Je marchais tout le jour, puis la nuit suivante, me guidant sur les constellations. C'est 3 jours plus tard, dans les premières heures, que j'aperçus les nuages. Leur surface soyeuse apparaissait comme une simple modulation de l'horizon, un tremblement de lumière, et j'ai cru d'abord à un mirage.
Mais en m'approchant davantage, je distinguais plus nettement des cumulus d'un beau blanc mat, séparés de minces volumes d'une immobilité surnaturelle. Vers midi, je traversais la couche nuageuse et je faisais face à la mer. J'avais atteint le terme de mon voyage. Ce paysage ne ressemblait guère, à vrai dire, à l'océan tel que l'homme avait pu le connaître. C'est un chapelet de mares et d'étangs à l'eau presque immobile, séparés par des bancs de sable. Tout était baigné d'une lumière opaline, égale. Je n'avais plus la force de courir, c'est d'un pas chancelant que je me dirigeais vers la source de vie. La teneur en minéraux des premières mares, peu profonde, était très faible. Tout mon corps, pourtant, accueillit le bain salé avec reconnaissance. J'eus l'impression d'être transversé de part en part par une onde nutritive, bienfaisante. Je comprenais. Je parvenais presque à ressentir les phénomènes qui se déroulaient en moi. La pression osmotique qui revenait à la normale, les chaînes métaboliques qui recommençaient à tourner, produisant l'ATP nécessaire au fonctionnement des muscles, les protéines, les acides gras requis par la régénération cellulaire. C'était comme la continuation d'un rêve après un moment de réveil angoissé, comme un soupir de satisfaction de la machine. 2 heures plus tard, je me relevais, mes forces déjà un peu reconstituées. La température de l'air et celle de l'eau étaient égales et devaient être proches de 37, car je ne ressentais aucune sensation de froid ni de chaleur. La luminosité était vive, sans être éblouissante. Entre les mares, le sable était creusé d'excavations peu profondes qui ressemblaient à de petites tombes. Je m'allongeais dans l'une d'elles. Le sable était tiède, soyeux. Alors je réalisais que j'allais vivre ici et que mes jours seraient nombreux. Les périodes diurnes et nocturnes avaient une durée égale de 12 heures, et je pressentais qu'il en serait de même toute l'année, que les modifications astronomiques survenues lors du grand assèchement avaient créé ici une zone qui ne connaissait pas les saisons, où régnaient les conditions d'un perpétuel début d'été. Assez vite, je perdis l'habitude d'avoir des horaires de sommeil réguliers. Je dormais par période d'1 heure ou 2, de jour comme de nuit, mais sans savoir pourquoi, j'éprouvais à chaque fois le besoin de me blottir dans une des anfractuosités. Il n'y avait aucune trace de vie végétale ni animale. Les points de repère dans le paysage, plus généralement, étaient rares. Des bancs de sable, des étangs et des lacs de taille variable s'étendaient à perte de vue. La couche nuageuse, très dense, ne permettait le plus souvent pas de distinguer le ciel. Elle n'était pourtant pas complètement immobile, mais ses mouvements étaient d'une extrême lenteur. Parfois, un léger espace se dégageait entre 2 masses nuageuses, par lequel on pouvait apercevoir le soleil ou les constellations. C'était le seul événement, la seule modification dans le déroulement des jours. L'univers était enclos dans une espèce de cocon ou de stase, assez proche de l'image archétypale de l'éternité. J'étais, comme tous les néo-humains, inaccessible à l'ennui. Des souvenirs restreints, des rêveries sans enjeu, occupaient ma conscience détachée, flottante. J'étais pourtant très loin de la joie, et même de la véritable paix. Le seul fait d'exister est déjà un malheur. Quittant de mon plein gré le cycle des renaissances et des morts, je me dirigeais vers un néant simple, une pure absence de contenu. Seuls les futurs parviendraient peut-être à rejoindre le royaume des potentialités innombrables. Au cours des semaines suivantes, je m'aventurais plus avant dans mon nouveau domaine. Je remarquais que la taille des étangs et des lacs augmentait à mesure qu'on se dirigeait vers le sud, jusqu'à ce qu'on puisse, sur certains d'eux, observer un léger phénomène de marée. Il restait cependant très peu profond. Je pouvais nager jusqu'à leur centre, tout en étant certain de rejoindre un banc de sable sans difficulté. Il n'y avait toujours aucune trace de vie. Je croyais me souvenir que la vie était apparue sur Terre dans des circonstances très particulières, dans une atmosphère saturée d'ammoniac et de méthane, en raison de l'intense activité volcanique des premiers âges, et qu'il était peu vraisemblable que le processus se reproduise sur la même planète. Prisonnière des conditions limites imposées par les lois de la thermodynamique, la vie organique ne pourrait de toute façon, si elle venait à renaître, que répéter le même schéma.
constitution d'individus isolés, prédation, transmission sélective du code génétique. Rien de nouveau ne pouvait en être attendu. D'après certaines hypothèses, la biologie du carbone a fait son temps, et les futurs seraient des êtres de silicium dont la civilisation se construirait par interconnexion progressive de processeurs cognitifs et mémoriels. Les travaux de Peirce, se situant uniquement au niveau de la logique formelle, ne permettaient ni de confirmer, ni d'infirmer cette hypothèse. Si la zone où je me trouvais était habitée, elle ne pouvait l'être en tout cas que par des néo-humains. Jamais l'organisme d'un sauvage n'aurait résisté au trajet que j'avais accompli. J'envisageais maintenant sans joie, et même avec embarras, la rencontre avec un de mes semblables. La mort de Fox, puis la traversée du grand espace gris, m'avait intérieurement desséché. Je ne ressentais plus en moi aucun désir, et surtout pas celui décrit par Spinoza de persévérer dans mon être. Je regrettais pourtant que le monde me survive. L'inanité du monde, évidente déjà dans le récit de vie de Daniel 1, avait cessé de me paraître acceptable. Je n'y voyais plus qu'un lieu terne, dénué de potentialité, dont la lumière était absente. Un matin, juste après mon réveil, je me sentis sans raison perceptible ou moins oppressé. Après quelques minutes de marche, j'arrivais en vue d'un lac largement plus grand que les autres, dont pour la première fois je ne parvenais pas à distinguer l'autre rive. Son eau aussi était légèrement plus salée. C'est donc cela que les hommes appelaient la mer, et qu'ils considéraient comme la grande consolatrice, comme la grande destructrice aussi, celle qui érode, qui met fin avec douceur. J'étais impressionné, et les derniers éléments qui manquaient à ma compréhension de l'espèce se mirent d'un seul coup en place. Je comprenais mieux maintenant comment l'idée de l'infini avait pu germer dans les cerveaux de ces primates. L'idée d'un infini accessible, par transition lente ayant leur origine dans le fini. Je comprenais aussi comment une première conception de l'amour avait pu se former dans le cerveau de Platon. Je repensais à Daniel, à sa résidence d'Alméria qui avait été la mienne, aux jeunes femmes sur la plage, à sa destruction par Esther. Et pour la première fois, je fus tenté de le plaindre, sans l'estimer pourtant. De deux animaux égoïstes et rationnels, le plus égoïste et le plus rationnel des dieux avait finalement survécu, comme cela se produisait toujours chez les êtres humains. Je compris, alors, pourquoi la Sœur suprême insistait sur l'étude du vrai sud-vie de nos prédécesseurs humains. Je compris le but qu'elle cherchait à atteindre. Je compris aussi pourquoi ce but ne serait jamais atteint. J'étais un délivré. Plus tard, je marchais, réglant mon pas sur le mouvement des vagues. Je marchais des journées entières, sans ressentir aucune fatigue, et la nuit, j'étais bercé par un léger ressac. Au troisième jour, j'aperçus les allées de pierres noires qui s'enfonçaient dans la mer et se perdaient dans la distance. Était-elle un passage, une construction humaine ou néo-humaine? Peu m'importait à présent. L'idée de les emprunter m'abandonna très vite. Au même instant, sans que rien ait pu le laisser prévoir, deux masses nuageuses s'écartèrent et un rayon de soleil étincelait à la surface des eaux. Fugitivement, je songeais au grand soleil de la loi morale, qui d'après la parole finirait par briller à la surface du monde. Et ce sera un monde dont je serais absent, dont je n'ai même pas la capacité de me représenter l'essence. Aucun néo-humain, je le savais maintenant, ne serait en mesure de trouver une solution à l'aporie constitutive. Ceux qui l'avaient tenté, s'il en avait eu, étaient probablement déjà morts. Pour moi, je continuerai, dans la mesure du possible, mon obscure existence de singe amélioré. Mon dernier regret serait d'avoir été la cause de la mort de Fox, le seul être digne de survivre qui m'était donné d'entrevoir. Car son regard contenait déjà, parfois, l'étincelle lançant l'avenir des futurs. Il me restait peut-être 60 ans à vivre, plus de 20 000 journées qui seraient identiques. J'éviterais la pensée comme j'éviterais la souffrance. Les écueils de la vie étaient loin derrière moi. J'étais maintenant entré dans un espace paisible dont seul m'écarterait le processus létal.
Je me baignais longtemps, sous le soleil comme sous la lumière des étoiles, et je ne sentais rien d'autre qu'une légère sensation obscure et nutritive. Le bonheur n'était pas un horizon possible, le monde avait trahi. Mon corps m'appartenait pour un bref laps de temps. Je n'atteindrais jamais l'objectif assigné. Le futur était vide, il était la montagne. Mes rêves étaient peuplés de présences émotives. J'étais, je n'étais plus, la vie était réelle. J'en suis sûr que ce sera mieux écouter que vous. Je vous pose deux autres questions et on finit si vous êtes d'accord. Nous avons reçu encore une fois par Facebook, c'est une fille qui vous demande, parmi toutes les découvertes scientifiques, quel est celle qui a peut-être le plus influencé votre travail ou le monde comme vous l'avez décrit? J'étais sûr de la... Non, la question que vous m'avez posée, c'était celle qui a plus d'importance pour l'avenir de l'humanité. Okay. Là, c'était, je crois, l'ADN quand même, la découverte du code génétique. Par contre, celle qui a le plus influencé mon travail, ma vision du monde, j'en sais rien, c'est peut-être plus une mécanique quantique en fait, qui m'a plus impressionné intellectuellement, mais qui aura sûrement pas la même importance dans le futur de l'humanité que l'ADN, quoi. Donc la réponse n'est pas la même. Quantique. Oui. Si je suis un auteur, vous vous posez la question, dans un moment donné, et vous répondez, c'est grâce à une organisation de perception qui leur permet de se cristalliser en forme figée. Et si je peux dire, c'est ce que vous nous avez lu maintenant, c'est vraiment, ce sont des cristallisations de perception, mais qui sont en même temps territoriales et mentales. On retrouve dans votre paysage mental des figures, aussi des penseurs, des philosophes. Est-ce que je peux vous poser la question du rôle de la pensée philosophique dans votre approche de la littérature? Est-ce que pour vous, ce sont les auteurs de fiction avec lesquels vous vous comparez, ou ce sont les penseurs qui vous aident à comprendre le monde? Non mais je ne suis pas davantage un philosophe sérieux que je ne suis un scientifique sérieux, quoi. En fait, il faut répondre honnêtement pour une fois, ça. Parce que je me rends bien compte, ça fait longtemps que je n'avais pas lu. On parle de Platon, on parle de Spinoza, bon, Platon, des figures dans non, mais Platon, Platon, ça va, c'est facile à lire, Platon. Mais là, bon, par exemple, la pression osmotique, les chaînes métaboliques, l'ATP, c'est un peu aussi pour le plaisir des mots, hein. Faut pas se mentir. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir. Non, mais pour prendre un philosophe vraiment dur à lire, les travaux de Peirce sur la logique formelle, en fait, j'ai jamais rien compris. J'en parle, mais... Donc voilà, faut dire la vérité aussi, de temps en temps, ça fait du... Mais c'est vrai que je les utilise un peu aussi comme réservoir de mots, au moins autant que comme réservoir de concepts, quoi. Voilà une réponse honnête. Bon, à part ça, Platon, j'y arrive, Spinoza aussi, Kant, Schopenhauer, ça va, mais les philosophes du langage, j'y comprends rien. Vraiment rien. Moi, j'ose vous dire qu'il y a la philosophie dans votre travail, qui est votre propre philosophie. Oui, c'est gentil, mais bon, faut... Non, mais... Okay. Une dernière question. Mais oui. Mais sinon, le FIGEF, agrégation de perception pour constituer des formes figées, ça, ouais, c'est vrai, c'est vachement important. Tout ce chapitre-là se déroule dans une espèce de chose, espèce de côté un peu rêve, figé.
En même temps, ce qui est difficile, c'est d'arriver à ce que ça coule bien dans les mots. D'introduire une dimension temporelle créée par juste le truc des mots. Est-ce que je me trompe qu'ici, vous étiez dans le même élément que Jed Martin à la fin de l'autre roman, quand il a fait les surimpressions, quand il a utilisé plusieurs couches de créer cette dynamique. Et là, vous la faites avec des mots. C'est ce qu'ils font avec les images, là, dans son domaine de grands-parents. Mais, bon, j'avais honnêtement, je me souviens pas, en fait. Enfin, quand j'ai écrit ça, j'avais un truc en tête, mais je sais plus quoi. C'est trop tard, faut me poser. Mais j'avais une espèce de modèle qui n'est pas un modèle littéraire, hein, vous avez raison. Je ne pourrais pas dire un auteur là qui m'a inspiré ça, mais il y avait quelque chose. Oui. Très brièvement, là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un Lovecraft, les allées de Pierre Dalet qui s'enfoncent dans la mer, pardon. Mais en fait, non, c'est la chaussée de géants, des géants en Irlande qui me fait penser à ça. Donc non, je vois pas de modèle, mais j'avais une espèce de... Je sais pas. Et c'est pas de la musique non plus, quoi. Je me souviens pas de musique. C'est curieux. Enfin, bref, je sais pas sur une question. Non, mais c'est très intéressant, c'est ça. Oui, mais ce sont les choses qui seront encore mieux si je savais, quoi. La dernière question ne peut pas être que sur l'amour. Ouais. Parce que je vous avais posé la question sur les perceptions, et vous dites très précisément que si dans la possibilité d'une île, si l'amour est partagé, c'est le seul qui vaille, le seul qui puisse effectivement nous conduire à un ordre de perceptions différents. Est-ce que, et quand on va au centre de vos romans, on trouve ça. À mon avis, on trouve cet essai de trouver l'amour qui sera, pas le bonheur, mais l'amour qui sera partagé pour que les perceptions du monde soient différentes. Oui, bon, je vais juste dire un mot sur l'amour non partagé, parce que je me souviens d'une phrase, je suis assez content de moi. C'est l'amour non partagé est une hémorragie. Je trouve que c'est une bonne comparaison. Bon, l'amour partagé, effectivement, la modification de la perception du monde est réelle. Oui. Enfin, c'est sans doute parce que c'est un monde, en fait. Et disons, qui en quelque sorte traite d'égal à égal avec le reste du monde, quoi. En fait. On se dit, backstage, qu'on va faire une dernière chose, oui. C'est de... mettre un peu de poésie. Exactement. En chanson. Et que, juste pour expliquer le contexte, quand vous répondez à la question « Qu'est-ce qu'il y a au-delà du désir ?», vous dites « Je ne sais pas », mais vous répondez par une poésie de Aragon. Est-ce que vous me ferez le plaisir de lire ça? Parce que je trouve vous dedans. Et puis, si tout marchera bien dans cette Kinoshishka, vos mots, peut-être, se transformeront en musique. Oui, mais ça va être beaucoup moins bon si je lis, parce qu'il la chante vraiment très bien. En fait, dans le Lettre à Banoré Lévy, à un moment donné, je pense qu'on doit, on doit aborder la question pourquoi est-ce qu'on écrit au juste. Et c'est vrai que comme je ne sais pas répondre, je signale la réponse d'Aragon qui est pas mal, qui est « Je ne sais ce qui me possède ». Oui, donc il ne sait pas non plus, en fait. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite, qui m'obsède. Bon, il ne se dit pas ce qu'il pousse, mais il dit quand même ce que c'est pas qu'il pousse. C'est déjà pas mal. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait. Mais c'est encore mieux, c'est une grande réussite de poésie chantée, ça. Vous allez écouter, je trouve. On va remercier aussi Nina Kos qui nous a aidé avec les slides et on va essayer si ça marche en musique. Et c'est pour vous remercier, Michel, de venir, d'avoir la patience d'écouter mes questions.